À Dédougou, l'évolution des chantiers du 11 décembre donne satisfaction. Les entreprises mettent les bouchées doubles pour tenir dans les délais. Par contre, d'autres projets comme la construction du marché, les investissements dans les autres provinces de la Boucle du Monde devront attendre après la fête. Le Premier ministre a tenu à rassurer la population sur ses engagements. Le Congrès pour la démocratie et le progrès installe sa section provinciale avec pour mission de mobiliser les militants et les sympathisants pour le référendum et la modification de l'article 37 de la Constitution. Pendant ce temps, l'opposition se mobilise pour dire non au projet de la majorité. Côté culture, c'est parti pour les 8e récréatrales, une semaine d'expression culturelle qui va investir la ruée des maisons familiales. 60 créations seront proposées au public. Madame, Messieurs, voici les titres de votre grand journal. Merci de nous suivre. Plus que 40 jours seulement nous séparent aujourd'hui de l'événement 11 décembre qu'organise Dédougou et la Boucle du Monde depuis plus d'un an. Sur les différents chantiers, on sent la pression du temps monter, mais aussi l'engagement à livrer différents ouvrages à bonne date. L'évolution des travaux donne satisfaction au Premier ministre qui est allé encore une fois encourager les différentes entreprises engagées à relever le défi 11 décembre dans la Boucle du Monde. Bouma Ernest Nebier. La commémoration du 11 décembre à Dédougou, c'est dans moins de 2 mois et il faut encourager les entreprises à terminer à bonne date les chantiers. Voilà le principal objectif de cette visite du chef du gouvernement Béon Luc Adolphe Tiao. Une visite qui commence ici au chantier du stade régional de Dédougou. Composé d'une tribune couverte et d'une autre solaire d'une capacité totale de 1200 places et d'un plateau omnisport, il est un nouveau modèle de construction de stade au Burkina, dit le premier responsable de l'entreprise en charge de l'ouvrage, qui affirme en plus que les travaux sont avancés. Nous avons prévu avec les autorités compétentes que nous livrons le stade le 15 novembre. Nous sommes à un taux de réalisation d'environ 70%. Les grosses œuvres sont essentiellement terminées. Il reste les corps d'état secondaire, à savoir la peinture. Le plafond est posé, le carreau est posé. Il reste seulement la peinture. Vous avez vu qu'on a commencé à poser aussi les ouvertures, les vitres, l'aluminium. Donc c'est pour vous dire que la date du 15 est une bonne date pour nous. Même constat au niveau du chantier de la salle polyvalente avec un taux de réalisation de 115%. L'ouvrage pourra être livré le 15 novembre prochain, rassure l'entrepreneur. Le Premier ministre visite là le centre universitaire polytechnique de Dédougou. Un chantier démarré aussi dans le cadre du 11 décembre et qui piétinait. Aujourd'hui, il donne satisfaction selon le chef du gouvernement. Taux de réalisation 60%. Certains chantiers visités sont très avancés, voire terminés. C'est le cas de ceux de la voirie et des aires aménagées, comme l'aire de défilé, des tribunes et celui de la restauration. À la date d'aujourd'hui, je ne peux qu'exprimer une satisfaction parce que les travaux dans l'ensemble ont progressé de façon énorme. La salle de spectacle, elle est pratiquement à plus de 80% de niveau d'exécution. Si nous regardons également aussi les voies bitumées, certaines sont déjà terminées, le revêtement a été fait. Je pense que vraiment au niveau de la voirie, il n'y a aucun souci. Vraiment, tout sera fin prêt. Également, nous avons pu visiter l'aire du défilé. Comme vous avez pu le constater, c'est terminé, c'est bien fait. De même que l'endroit de la restauration qui sera donc donné aux hôtes du chef de l'État. Nous sommes ici au niveau de l'université et là je suis particulièrement heureux parce que c'est un projet auquel je tenais personnellement. Et au début, on n'était pas sûr, mais vraiment, je tiens en tout cas à féliciter l'entreprise qui a réalisé qui est en train de réaliser ce bâtiment. C'est le premier, il y en aura un autre qui viendra par la suite. Le chef du gouvernement termine sa visite par des échanges avec les différents comités d'organisation du 11 décembre et les responsables des entreprises. Une rencontre qui permet ici au Premier ministre d'avoir la situation réelle de l'ensemble des préparatifs. Une autre rencontre est prévue pour le 25 novembre prochain. Une rencontre qui, selon le chef du gouvernement, va se pencher essentiellement sur les réalisations prévues dans les provinces de la Boucle du Monde dans le cadre du 11 décembre. Des chantiers ne seront pas prêts au 11 décembre. C'est le cas du marché de Dédougou et des réalisations prévues dans les différentes provinces de la région. Mais ce n'est que partie remise. Le gouvernement tiendra ses engagements après le 11 décembre, rassure le Premier ministre au micro de Bouma Ernest Debier.
Malheureusement, il y a encore quelques infrastructures qui ne pourront pas être effectivement prêtes pour le 11 décembre. Il s'agit particulièrement de la réfection un peu du marché de Dédougou. Bon, cela dû, bien sûr, il faut se le dire, à une question d'organisation, de mobilisation de ressources. Mais nous avons donc donné les informations et ce marché sera construit, même dès à présent. Les fonds sont disponibles. J'ai donc demandé au gouverneur de la région et au maire de choisir rapidement les entreprises et que les travaux puissent commencer. Mais comme c'est un marché, je pense qu'il mieux vaut le terminer que de se précipiter pour le terminer. Donc ce qui veut dire que le marché ne sera pas prêt pour le 11 décembre, mais je pense qu'au plus tard, dans le premier trimestre de l'année 2015, il devait être prêt. Et je veillerai particulièrement à ce qu'effectivement les choses se fassent. Lorsque nous commémorons le 11 décembre, ça ne reste que dans le chef-lieu de la région. Les autres parties de la région n'en profitent pas du tout. Donc c'est ainsi que son Excellence M. le m'a instruit de voir dans quelle mesure nous allons affecter une enveloppe par province pour qu'on réalise des infrastructures ou des équipements. Alors donc, pour la première fois, dans la région de la boucle de Mougoun, chaque province va bénéficier d'une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour réaliser des infrastructures. Bon, comme c'était un projet novateur, ça a mis du temps entre les procédures, de telle sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, ces infrastructures ne seront pas prêtes aussi pour le 11 décembre, mais l'enveloppe maintenant existe. Nous avons fait les études pour l'ensemble des projets des différentes provinces et je crois que nous allons sans doute, peut-être à l'occasion de notre prochain séjour ici, aller symboliquement lancer les travaux dans un chef-lieu de province et nous espérons également aussi que très rapidement après le 11 décembre, toutes ces infrastructures prévues vont être réalisées au bénéfice des populations. À Dédougou, le gouvernement a lancé la campagne d'initiation aux techniques de l'information et de la communication. Cette campagne se déroule en prélude à la 10e édition de la Semaine nationale de l'Internet et des autres TIC et elle devrait s'étaler sur un mois. Francis Tien de la RTB de Boucle du Monde. C'est dans la cité de Bangui que le Premier ministre Luc Adolphe Diao et son équipe se sont donné rendez-vous pour le lancement de la campagne d'initiation aux techniques de l'information et de la communication TIC. Réduire le nombre d'analphabètes en technique de l'information et de la communication, c'est l'objectif visé à travers cette campagne. Elle doit permettre à plus de 15 000 personnes de bénéficier de savoir en informatique. Favoriser l'éclosion des talents du demain, à la sensibilisation et à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par toutes les composantes de notre société. Pour rapprocher la poste et l'éthique des citoyens, les autorités ont aussi procédé à l'ouverture officielle du cyberposte de Dédougou. Équipé de 16 ordinateurs, le cyber vise à améliorer les conditions d'apprentissage des TIC. En plus du cyberposte, la Boucle du Monde dispose désormais d'une antenne WiMAX. Elle permettra à près de 500 services de l'État d'avoir la connexion Internet dans un rayon de 25 km. Les problèmes normalement qui se posent au niveau de l'accès à Internet pour les différents services de l'État, en principe, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit le Résina ou les autres systèmes de réseau que nous utilisons pour traiter l'information, je pense qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus facile. Grâce à cette infrastructure, l'enclavement numérique de la Boucle du Monde relèvera du passé. La ville de Dédougou, qui était doublement enclavée, le Burkina est enclavé. Sur le plan informatique, électronique, nous sommes enclavés. Donc ça, c'est le désenclavement numérique de la ville de Dédougou. D'autres villes du Burkina Faso, comme Gawa, Manga et Tougan, bénéficieront aussi bientôt des mêmes infrastructures. Le Congrès pour la démocratie et le progrès installe sa section provinciale du Kadiogo. La vingtaine de membres qui composent la section a reçu pour mission de mobiliser les militants et les sympathisants du parti en vue de relever les défis, notamment celui du référendum en vue de la modification de la Constitution en ses articles 37 et 165. Reportage Maxime Zongo. Choisis par leur base et confirmés par le secrétariat exécutif national, la section provinciale CDP du Kadiogo, qui a été installée ce matin même, est composée de 20 membres. C'est Noël Sourouema qui dirigeait déjà la section qui a été confirmée à la tête de la structure provinciale.
Il est secondé par Eulalie Yerbanga. Les toutes prochaines activités, c'est l'installation de nos structures de base. Aujourd'hui, vous savez que ce sont les structures fêtières qu'on a installées, à savoir la section et ses démembrements de sous-sections. Il nous reste maintenant à installer nos structures, les comités de base au niveau des secteurs et nos sous-comités au niveau des zones de nos différents secteurs. Outre la section provinciale, les représentants des communes rurales du Kadiogo, des 12 arrondissements de Ouagadougou, celui des anciens, de l'Union des femmes, des marchés et yards, du secteur informel et du secteur structuré ont également été présentés au public. Ce que nous avons fait rentre dans le cadre des activités normales de notre parti. Nous, au CDP, nous nous organisons pour continuer la construction du progrès de notre pays. Dans un contexte marqué par l'effervescence politique, la nouvelle équipe a été invitée à resserrer les rangs et surtout à intensifier la mobilisation dans la perspective des prochaines échéances électorales. Le mot d'ordre, rester serein mais surtout vigilant afin de relever les défis. L'opposition politique donne les détails de la marche-meeting qu'elle organise pour le 28 octobre pour protester contre le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Mais avant cette date, la coordination des femmes, des partis politiques et organisations de la société civile mobilise ses membres pour une manifestation. Compte rendu, c'est Sylvestre Da. Les partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition politique disent préparer activement les actions de protestation du 28 octobre prochain contre la modification de la Constitution burkinabé. Le CEFOB aurait reçu l'autorisation express de la mairie de Ouagadougou. La marche, qui sera suivie d'un meeting, partira de la place de la Nation à partir de 8 heures. Nous allons utiliser le même circuit que nous avons emprunté le 29 juin 2013, c'est-à-dire rassemblement à la place de la Nation, mouvement vers la cathédrale, on remonte à la BCB, et puis le commissariat de police, le rond-point des Nations Unies, et retour donc à la place de la Nation. Cette marche-meeting du 28 octobre se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Pour Ablassé Ouedraogo, elle marque également le point de départ de la campagne de désobéissance civile permanente décidée par le CEFOB. La désobéissance civile demeurera tant que l'objectif qui a déclenché donc cette campagne-là n'aura pas été atteint, à savoir obtenir la non-modification de l'article 37. La marche du 28 octobre sera précédée de la marche des femmes, des partis politiques et des organisations de la société civile affiliées au chef de file de l'opposition. Une marche prévue dans la soirée de ce 27 octobre à Ouagadougou. Nous avons évidemment décidé d'interpeller d'abord le président du FASO parce qu'il a encore temps pour qu'il revienne sur une certaine décision, d'interpeller le législatif, parce qu'ils sont les représentants des populations, et c'est les populations aujourd'hui qui manifestent leur désaccord, d'interpeller également les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Sur la question de la légalité de cette action, Sarah Sérémé et ses camarades estiment que les manifestations sont spontanées et que sa coordination aurait téléphoné au maire de Ouagadougou à titre d'information. Le chef de file de l'opposition prévoit donc 2 marches lundi et mardi contre le projet de loi portant modification des articles 37 et 165 de la Constitution. Un projet déjà sur la table de l'Assemblée nationale et dont l'examen est prévu pour le jeudi 30 octobre prochain. L'UNIPS, qui forme désormais avec d'autres partis le Front progressiste sankariste, forme ses cadres à Ouagadougou. Il faut être bien outillé pour mieux analyser la situation nationale et pour mieux convaincre l'électorat. Aruna Mari et Maxime Zongo. Bien se former pour mieux faire la politique, 3 jours durant, les cadres de l'UNIRPS, l'Union pour la Renaissance Parti sankariste, ont appris à analyser la situation politique, économique et sociale du Burkina. Mieux, ils ont été outillés à proposer des offres plus alléchantes à l'endroit des électeurs. L'UNIR a fait de la formation son leitmotiv parce que, comme on le dit si bien, lorsque vous avez des cadres qui ne sont pas formés, politiquement et idéologiquement, c'est des dangers permanents parce qu'ils ne pourront pas comprendre même la démarche du parti. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons négocié avec la Fondation Konrad Adenauer pour
d'abord commencer cette formation des outillages politiques là, au profit même des premiers responsables et qui, à leur tour maintenant, devaient travailler à faire profiter cette formation à l'ensemble des militants. Au cours de cette formation, nous avons pu appréhender les notions de marketing politique, communication politique, et les politiques publiques également. Ce séminaire de formation est une initiative du parti en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer à travers son programme Dialogue politique. Cet atelier-là, l'UNIR PS l'a souhaité parce que l'UNIR PS fait partie de l'UPAD, qui est un regroupement de partis au niveau de l'Afrique, que la Fondation Konrad Adenauer soutient. Outre cette formation, la Fondation envisage le renforcement des capacités des jeunes militants du parti. À l'Assemblée nationale, la Commission des finances et du budget boucle l'arbitrage du budget de l'État gestion 2015. Les députés membres de la Commission s'étaient retirés une semaine durant à Tinkodougou pour des échanges approfondis avec les techniciens du ministère des Finances, le ministre des Finances et du Budget. À l'issue de l'arbitrage, les recettes initiales proposées par le gouvernement sont revues à la hausse. Reportage Anna-Lucie Sikéré. Arrivés dans la région du Centre-Est, les députés, membres de la CONFIB, la Commission des finances et du budget, leurs collègues des autres commissions, des assistants parlementaires et des techniciens du ministère de l'économie et des finances se sont vite mis à la tâche. Une semaine de travail intense et le résultat est là, palpable. Un premier draft du budget de l'État gestion 2015 que les commissaires du comité d'arbitrage et de rédaction du rapport général du budget ont remis au président de l'Assemblée nationale, venu les encourager. Pour le président de la CONFIB, ce sont ces genres d'actions qui leur permettent de redoubler d'efforts pour assumer convenablement leur mission. Il a livré un message qui nous est parti droit au cœur, un message de réconfort, un message de félicitations, surtout un message de prise en compte de cet aspect solidarité entre nous et de cet aspect prise en compte des réalités du gouvernement. Au niveau des recettes, les propositions initiales du gouvernement ont été revues à la hausse. Aussi, les commissaires de la CONFIB se sont-ils engagés à accompagner le gouvernement pour les mesures qu'ils souhaiteraient prendre pour encourager davantage les régies des recettes. Cette année, nous n'avons pas procédé à une diminution des dépenses. Nous avons estimé que toutes les inscriptions faites répondaient aux actions envisagées pour l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est assigné dans le cadre de la SCAD. Donc l'arbitrage a consisté essentiellement à l'augmentation des recettes et à la ventilation de ces recettes au niveau des départements ministériels. Pour le ministre de l'économie et des finances, il ne n'est pas satisfait des échanges, car le budget 2015 qui est en train d'être élaboré est réaliste et les recommandations qui sont formulées sont pertinentes. Nous avons été impressionnés de leur sensibilité sur la nécessité de pouvoir motiver davantage les agents pour qu'ils soient plus, en tout cas, performants. Je vous dis donc que nous sommes de ces échanges-là très satisfaits. Et encore une fois, c'est saluer ce bon climat de travail parce que, en définitive, tout le monde y gagne. À Tinkodougou, le comité d'arbitrage a pu arrêter les différents chiffres possibles au niveau des recettes et des dépenses qu'il va finaliser à Ouagadougou. Ensuite, il produira son rapport à l'attention de la plénière. Notons que l'examen du projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2015, débute le 17 novembre prochain. Le budget 2015 se chiffre à plus de 1 900 milliards de francs CFA en dépenses, 1 700 milliards de francs en recettes et les besoins de financement sont estimés à 200 milliards de francs CFA. Le gouvernement devrait rencontrer dans ce dernier trimestre de l'année les organisations de la société civile dans le cadre d'un forum national. Les OEC se préparent pour cette rencontre d'une grande importance. Elles se sont retrouvées à Koudougou pour essencer leurs préoccupations en matière de développement et pour harmoniser leurs points de vue. Le compte rendu de Jonas Wemba de la RTB de Centre-Ouest. Les organisations de la société civile OSC du Burkina Faso s'apprêtent pour être au rendez-vous de leur première rencontre avec le gouvernement qui aura lieu d'ici à décembre prochain. Ces présents échanges de Koudougou initiés par le Conseil national de ces organisations vont permettre aux participants venus des 45 provinces de se pencher sur les préoccupations des OSC au niveau local et d'adopter leurs contributions devant alimenter la concertation avec les autorités gouvernementales. Nous voulons aller en partenariat avec l'État. C'est un départ nouveau, on allait dire. Il est bon qu'au niveau des organisations de la société civile, la bonne gouvernance soit de mise.
Un des plaidoyers que nous avions mené, c'était de dire, en plus de ce que les partenaires extérieurs apportent aux OSC, que l'État aussi, à partir des fonds du contribuable, puisse accompagner ces OSC-là dans la mise en œuvre de leurs projets de développement. C'est le 6 février dernier que le gouvernement burkinabé, en sa séance ordinaire du Conseil des ministres, a adopté un décret instituant un cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les OSC, répondant ainsi aux plaidoyers faits par la société civile dans ce sens. Au niveau des femmes dans les provinces, dans les régions, au niveau national, la structuration n'était pas tellement de taille parce que chacune intervenait d'une manière disparate. Mais je pense qu'avec le regroupement des femmes en association, en coalition, en réseau, nos efforts sont réunis. Ce forum de Koudougou est financé par la coopération japonaise à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et pour la session de 2014, le thème central se rapporte au dialogue État-OST, un partenariat nouveau pour un développement du Burkina Faso. Comment évaluer la mise en œuvre du programme de renforcement de la gouvernance? Les acteurs valident un plan de suivi et évaluation du programme. Ils proposent des indicateurs de performance pour mieux agir et rendre possible la gouvernance politique, administrative et économique au Burkina Faso. Isaïe Parkouda. Les experts nationaux et l'ensemble des structures partenaires du programme de renforcement de la gouvernance réfléchissent sur le système de suivi et évaluation du mécanisme. À Koudougou, ils vont passer en revue le document global d'appréciation des sous-composantes du programme que sont les gouvernances administratives, politiques et économiques afin d'enrichir le contenu du document servant de feuille de route. Il faut savoir que c'est peut-être 2 ou 3 milliards de nos francs qui ont déjà été mis à la disposition de ce programme et qui ont permis de réaliser de très nombreuses activités que nous nous chargeons donc de suivre et d'évaluer donc de manière périodique. D'une manière générale, nous donnons les ressources à toutes ces structures qui travaillent à opérationnaliser les axes de développement. Et c'est ça, donc en termes de gouvernance, il s'agit donc de leur donner des capacités de renforcer leur action pour que le développement puisse être un développement vraiment partagé. Cette concertation de 2 jours va permettre aux participants d'apprécier aussi le chronogramme de mise en œuvre du plan de suivi dans tous les secteurs. Pour la réussite de ce programme, des structures comme le PNUD et la TICAD se sont ceint la ceinture. Et dans les différents domaines qui sont ciblés, il y a quand même des résultats qui peuvent être motifs de satisfaction pour nous. Et dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance, vous vous souviendrez qu'en 2012, nous avons soutenu l'organisation des élections couplées, législatives et municipales. Là, nous avions bénéficié de l'accompagnement de partenaires comme l'Union européenne, le Danemark, la Suisse, le Luxembourg. Mis en place depuis 2011, le programme de renforcement de la gouvernance prend fin en 2015. Et le suivi-évaluation s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des performances et des acquis réalisés afin d'assurer une meilleure opérationnalisation du programme à long terme. Vivre ensemble dans un monde globalisé, la communauté Santé-Gidio apporte un éclairage sur cette question cruciale dans le cadre d'un panel organisé hier à Ouagadougou. Le mouvement fondé en 1968 travaille à promouvoir la paix et le rapprochement des peuples. Aruna Maré et Momouni Soubega. La communauté Santé-Gidio prêche pour la paix au Burkina Faso. À cette conférence publique, 3 panélistes ont été sollicités. Pour le premier, l'abbé Jean-Baptiste Sanou, dans un contexte marqué par la mondialisation, la confrontation et le repli sur soi, l'intégrisme, le fondamentalisme et la violence peuvent mettre la cohésion sociale à rude épreuve. Pour prévenir de telles menaces, le panéliste exhorte les croyants à l'autocritique tout en privilégiant le dialogue et la tolérance. Quant au deuxième panéliste, il a abordé le thème du jour sous 2 aspects. Le vivre ensemble en islam et les moyens de promouvoir cette vertu. Selon l'imam Thiego Tiemtore, l'islam est fondamentalement opposé à la violence. Vivre sur la terre des hommes, c'est être avec Dieu, respecter ses différences et se concurrencer dans le bien et laisser le jugement à Allah. Le troisième communicateur a expliqué que la multiplicité de nos différences doit constituer une richesse. Le panel a été modéré par Foussé Nikindo, journaliste à la télévision du Burkina. Si je suis évangélique et que l'autre n'est pas évangélique,
ce n'est pas une raison pour la haïr, mais je dois l'accepter pour pouvoir travailler ensemble. Nous pouvons manger ensemble, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons collaborer parce que la diversité vient de Dieu. Vivre ensemble dans un monde globalisé est une question d'actualité parce que le dialogue des religions nécessite que les religions prennent beaucoup plus de responsabilités dans le vivre ensemble de leur population. Et donc aujourd'hui, nous parlons de l'homme qui doit devenir patrimoine mondial, c'est-à-dire que la recherche de la paix est la recherche de la vie. Le mouvement Santé du Jour prévoit dimanche au stade municipal un message de paix qui sera livré par des leaders religieux. Dans le plateau central, une caravane entreprend de sensibiliser différents acteurs sur l'importance de restaurer les valeurs civiques et citoyennes pour rendre au pays son lustre d'antan. C'est le ministre des Droits humains et de la Promotion civique qui lance cette caravane qui invite les acteurs locaux à plus d'engagement. Théophile Zongo. Interpeller les acteurs du développement à la base sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale résultant des comportements individuels et collectifs quotidiens, tel est l'esprit qui sous-tend l'organisation de cette caravane du civisme. Conduite par le ministère des Droits humains et de la Promotion civique, cette mission a déposé ses valises dans la cité de Naba-Aubry. C'est donc une foule de grands jours qui a répondu présente à cette conférence publique, marquant le top départ des activités de la caravane du civisme. Ces activités placées sous le coparrainage du ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi se veut être un cadre de promotion des valeurs civiques et de consolidation d'une citoyenneté responsable. Pour construire une citoyenneté responsable, nous sommes tous interpellés, nous sommes tous intéressés. Quel que soit notre rôle dans la société, quelle que soit notre place dans la société, quel que soit le lieu où on se trouve, on doit pouvoir contribuer de manière efficace à bâtir notre nation, à construire une citoyenneté responsable. Et c'est cette citoyenneté responsable qui va aider au développement. Et c'est pourquoi nous tenons à parcourir toutes les régions pour lancer cet appel, pour interpeller tous les acteurs afin qu'on se donne la main pour pouvoir travailler. Cette rencontre a été mise à profit pour faire l'état des lieux des actions entreprises par le département des droits humains et de la promotion civique en matière de civisme. Il s'est agi également de situer la place et le rôle des autorités coutumières, religieuses, des élèves et des étudiants dans la promotion d'une citoyenneté responsable à travers une série de panels. Cette jeunesse, de par les technologies de l'information et de la communication, sont très exposées au brassage, n'est-ce pas, des civilisations. Et ce n'est pas toujours sûr qu'ils soient solides pour faire la part des choses. Parce que la jeunesse, là, c'est la relève de demain. S'ils doivent détruire le minimum sur la base duquel eux-mêmes ils doivent s'appuyer, comme on dit, ajouter de la terre à la terre, ils vont s'appuyer sur quoi pour prendre le flambeau demain. Prévue pour durer 3 jours, cette caravane du civisme permettra aux acteurs locaux d'user des vertus d'une coexistence pacifique, posant ainsi les jalons d'une paix durable au pays des hommes intègres. Je vous livre à présent ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires supérieurs et du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire et supérieur sont fermés du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014, inclus sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc un communiqué du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la région des Cascades, on note une certaine amélioration des indicateurs en matière de planification familiale. C'est le résultat d'efforts investis par les agents de la santé, les associations et les partenaires. Mais il reste tout de même des difficultés qui se posent sur le terrain. Nathalie Saodgo-Nabaloum nous en parle. La contraception, les contraceptifs, des expressions non encore bien maîtrisées par bon nombre de jeunes filles dans la région des Cascades. Les contraceptifs que moi je connais, c'est l'injection Norplan, les condoms. Il y a un que je peux expliquer, mais j'ai oublié le nom. En tout cas, moi j'ai entendu parler de la contraception, mais les méthodes, en tout cas, je ne sais pas comment les utiliser. Je connais, mais ce n'est pas comme ça. Pour éviter les grossesses indésirées, on doit se protéger. Si certains en ont déjà entendu parler, d'autres pas du tout. Le phénomène des grossesses indésirées en milieu scolaire reste toutefois une préoccupation majeure dans la cité du paysan noir. Les parents, responsables administratifs et chefs coutumiers s'en inquiètent. La région des Cascades aussi n'échappe pas un peu à ce
mal là, on va dire. Souvent, les cas de grossesse entre élèves eux-mêmes, dans la majorité des cas d'ailleurs, c'est comme ça. Et bon, nous ne pouvons que solliciter la disponibilité donc, des chefs d'établissement afin donc de sensibiliser les enfants. Avec une population de plus de 700 000 habitants, la région des Cascades compte 3 districts sanitaires et 80 formations sanitaires. Des activités de suivi et de sensibilisation sur la santé de la reproduction et du planning familial y sont cependant réalisées par les acteurs de la santé avec le concours de certaines ONG et des chefs coutumiers. C'est la sensibilisation d'abord qu'on fait avec les ONG, les associations qui font de la sensibilisation au niveau des formations sanitaires. Il y a d'abord ça comme point fort. Il y a la disponibilité des différentes méthodes contraceptives au niveau des formations sanitaires. Et puis aussi, au niveau de toutes les formations sanitaires, sont tenus de mener des activités d'EPF. Les indicateurs de la Direction régionale de la santé des Cascades montrent que le taux d'utilisation des méthodes contraceptives dans la région est de 36% en 2013, contre 33% en 2012. Une sensible amélioration qui va avec le taux de consultation prénatale de 2013, qui est de 35%. Des résultats encourageants, mais qui ne se sont pas réalisés sans difficulté. En dehors des hommes qui n'adhèrent pas, l'autre principale difficulté, c'est le personnel. Le personnel qui est qualifié pour mener les activités de PS n'est souvent pas suffisamment disponible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affectations, beaucoup de mouvements personnels. Donc on les forme et puis l'année prochaine, tout le monde s'en va dans d'autres structures. Donc ça crée des petites poches. Selon la Direction régionale de santé, la région des Cascades, malgré sa situation géographique et son climat favorable à la production agricole, est la région qui enregistre le taux le plus élevé en matière des enfants malnutris. Tout comme la région des Hauts-Bassins, la région des Cascades n'est pas en reste pour ce qui est des pesanteurs socio-culturels dans la sensibilisation. Tous les villages qui sont dans mon canton, je vais essayer de faire appel à mes chefs de village pour leur sensibiliser, de voir leur population pour que l'espacement des naissances des couples soit effectif. Qu'à cela ne tienne, les responsables de la Direction régionale de la santé envisagent poursuivre le plaidoyer pour augmenter le nombre de personnels techniques et intensifier la sensibilisation sur la planification familiale, surtout en milieu scolaire et en faveur des hommes. La télévision qui ose devient la chaîne au cœur de nos défis. Le changement de slogan s'accompagne d'un changement de look et de dimension. La montée sur le bouquet CanalSat ouvre BF1 à une diffusion nationale et internationale. Draman Guéné et Ernest Kambiré. BF1, la télé qui ose devient la télé au cœur de nos défis. C'est le nouveau slogan de cette chaîne de télévision privée burkinabé qui émet désormais sur satellite sur le canal 116 du bouquet CanalSat. Dans cette mutation, BF1 change aussi de logo. Ce sont les grands changements que les responsables de BF1 ont présentés aux journalistes. Désormais, nous pouvons être reçus partout au Burkina et en Afrique à travers le canal 116 du bouquet CanalSat. Voilà, cela est la première information. La deuxième information, c'est la nouvelle identité de la télévision où nous avons changé de logo, nous avons également changé de signature pour essayer de nous conformer aux tendances actuelles et aux exigences que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos téléspectateurs. Jusqu'à cette extension à l'Afrique, BF1 émettait depuis sa création en 2010 sur un rayon de 45 km. Pour son directeur général, la télé au cœur de nos défis projette étendre sa zone de couverture au continent européen et américain afin de conquérir plus de téléspectateurs. À Kolgnaba, les fidèles catholiques étaient dans la joie et l'action de grâce pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. C'est le saint patron qui veille sur la paroisse. Nathalie Sawadgo Nabaloum. L'église Notre-Dame du Rosaire de Kolgnaba s'est avérée étroite pour accueillir les nombreux chrétiens venus prendre part à cette grande célébration. Mais les fidèles n'ayant pas trouvé une place à l'intérieur de l'église ont pu se cacher dans les tentes aménagées, d'autres sous des arbres.
C'est une fête pastorale célébrée à la joie de tous les fidèles chrétiens de la paroisse. Chants et louanges ont ponctué la cérémonie. Nous avons la chance de toujours célébrer cette fête au début de notre année pastorale. Nous confions au Seigneur toutes les activités de notre année. Les personnes, les familles, tous ceux qui résident sur la paroisse, lui demandant de les bénir et de faire d'eux des témoins tout simplement. L'intérêt de cette fête est que c'est un événement qui rassemble tous les fils de la paroisse, événement qui les rassemble non seulement physiquement, mais qui leur permet de repuiser à la même source de foi et de proclamer encore cette même foi, cette foi qui est unique, cette foi justement dont ils doivent rendre témoignage. Les fidèles chrétiens en ce jour de grâce ont par la voix de leur président réaffirmé leur engagement avec chacun dans sa famille à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Nous voulons que chaque chrétienne de la paroisse Notre-Dame du Rosaire s'engage dans leur communauté de base, CCB, dans les différents mouvements et services pour faire rayonner Christ partout. À cet effet, un Dassandaga grand format selon le président a été organisé. Une nuit littéraire pour magnifier l'excellence de la plume burkinabé. La Société des auteurs, des gens de l'écrit et du savoir a voulu faire des Calamures une tribune d'hommage à Jacques Prosper Bazier, écrivain et poète décédé le 30 septembre dernier. Touboum Evelyne Dabiré. Jacques Prosper Bazier, Saint-Guil le Bebo. C'est par cet hommage rendu à Jacques Prosper Bazier qu'a débuté la seconde édition des Calamous, cette cérémonie dédiée à l'excellence littéraire. Les slams, les poèmes et tous les discours ont rappelé l'immense littéraire qu'a été Jacques Prosper Bazier. L'homme était un écrivain, un poète émérite, un brave scout. C'était un homme vertueux qui donnait beaucoup de lui-même pour que les lettres s'ennoblissent, pour que l'esprit s'ennoblisse. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à lui rendre un vibrant hommage, de sorte à immortaliser sa pensée, à immortaliser sa plume. Et après ce vibrant hommage, le moment des récompenses. Et comme toute œuvre survit à son auteur selon l'adage, Jacques Prosper Bazier, avec son œuvre Nazi Boni, le Moïse du Boamou, une œuvre en cours de réédition, a remporté le Calame de l'excellence dans la catégorie de la chronique littéraire la plus sollicitée en librairie. Je suis très émue. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Jacques. Au nom de toute la famille, nous vous disons merci. Merci pour tout. Merci. 4 autres calames d'excellence ont été attribués. Richard Kaboré, en adoptant l'œuvre de Jacques Prosper Bazier, remporte le calame de l'émission littéraire de grande audience. François Combasséré et Constantin Dabiré, les calames des titres documentaires les plus sollicités en librairie. Et Sophie Edikam, le calame de l'écrivaine confirmée. En plus, des calames d'honneur ont été remis à 5 personnalités et à 3 institutions. Les rideaux s'ouvrent sur la 8e édition des Récréatrales. 60 pièces de théâtre seront proposées au public. À côté du théâtre, des plateaux sont dressés pour des soirées musicales, tandis que s'anime une rue marchande. Tout cela se passe au quartier Gunguin, à Ouagadougou, entre le 25 octobre et le 2 novembre. Draman Guéné et Evelyne Dabiré. La vérité est à la scène. C'est par ces mots que sont lancées les festivités de la 8e édition des Récréatrales dans les rues du quartier Gunguin de Ouagadougou. 14 troupes théâtrales venues des pays africains y présenteront 60 pièces durant la semaine du 25 octobre au 2 novembre entre 18h30 et 23h. Tous les soirs après 23h, 2 plateaux musicaux à ciel ouvert sont offerts gratuitement au public. Il y a bien sûr le colloque international sur
l'art et le territoire, comment est-ce que l'art et le territoire participent à l'aménagement de la ville. Il y a aussi les plateaux musicaux. Vous savez que cette année, l'innovation, c'est que tous les soirs, après les spectacles qui ont lieu de 18h30 jusqu'à 23h, à partir de 23h, il y a 2 plateaux musicaux qui commencent. Le plateau avec des vedettes de la scène moderne contemporaine burkinabé et un plateau traditionnel. À peine démarré, les rues du quartier refusent du monde. Des festivaliers apprécient. C'est bien avec nous en tout cas. Et puis ça marche, ça va, tout ça va. C'est les récréatriales, c'est magnifique. Il y a beaucoup de monde, l'accueil est super, la programmation est surtout très très bien. Et on sent qu'il se passe quelque chose de spécial dans ce quartier, quelque chose d'unique, avec un bon esprit. Pour les organisateurs, 2000 festivaliers sont attendus par jour. Des programmations alléchantes y seront faites au grand plaisir du public. À l'Institut français se dresse une autre scène culturelle, une exposition des photos d'anciens combattants qui revisitent l'histoire d'hommes d'exception qui ont construit ce pays. Ce sont des combattants qu'il ne faut pas oublier, selon le photographe Warren Sarré, qui a réalisé ces photographies en hommage aux anciens. Amandine Lalsaga et Évariste Kombari. L'histoire des anciens combattants burkinabés retracée sur ces tableaux. Des portraits d'anciens combattants, des lettres d'anciens combattants écrites au front, adressées à leurs familles, sont exposées ici, à l'Institut français. À travers ces portraits, le photographe Warren Sarré rend hommage aux anciens combattants burkinabés. Moi, je pense qu'ils méritent. Ils méritent, l'histoire ne doit pas mourir. Même si nous partons, notre histoire doit rester. L'initiative de Warren Sarré a été appréciée par les anciens combattants. Des anciens combattants qui ont effectué le déplacement de la ville de Bobo-Dioulasso pour l'occasion. Moi, je suis classe 57. J'ai né en 1937. J'ai incorporé l'armée française le 11 novembre 1957. Mon fils qui a pensé de faire ça, vraiment, il a bien fait. Nous, on souhaite les enfants, il n'est qu'à recherche comme ça. En tout cas, ça va donner clair des renseignements d'histoire de Burkina et français ou ancien Haute-Volta. En plus de ces portraits, Warren Sarré compte réaliser un film documentaire et un livre sur les anciens combattants burkinabés. Le public burkinabé, notamment la jeunesse, a jusqu'au 22 novembre pour découvrir un pan de l'histoire des anciens combattants burkinabés. Un tour dans l'univers de la mode avant de nous quitter. Bazem C revient avec la 2e édition de Folie de mode. 11 stylistes africains étaient au rendez-vous avec diverses créations. Amandine Lalsaga et Bouma Ernest Nebié. Des tenues d'enfants, des robes de soirée, des tenues dites futuristes et des robes de mariée se sont succédées. Nous sommes à Folie de mode, acte 7. Cette année, les stylistes ont mis l'accent sur le pain traditionnel. Le thème était le prêt-à-porter et si vous avez remarqué, on a essayé de présenter des tenues qu'on peut porter, surtout dans nos matériaux africains. Donc c'est pour dire que si aujourd'hui l'Europe, la France parle de Karl Lagerfeld, de Chanel, de Dior, c'est parce que les Français ont voulu mettre en avant ce qui venait de chez eux. Et nous, c'est le message qu'on veut apporter au Burkinabé, que portons local, portons africain, parce que c'est ce qui est notre richesse à nous. Pour cette édition, 11 stylistes ont répondu présents. Ils sont venus de Londres, du Gabon, du Bénin, du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina. La collection que j'ai présentée, c'est une collection toute simple, mais je l'ai fait en pensant au sang versé au nord du Mali, parce que j'ai appelé la collection Kidal. Très beau défilé, moi j'ai beaucoup apprécié, que ce soit les créateurs burkinabés ou les créateurs invités. Il y avait de très très belles choses. Aux éditions passées, on a vu qu'il y avait vraiment de l'amélioration. Il y avait des lacunes qui ont été corrigées. Et c'est ça que je disais tantôt qu'il y avait du métier, il y a eu du boulot qui a été fait quelque part. Et franchement, c'était très bien. Des artistes musiciens étaient aussi au rendez-vous.
de cette fête de la mode africaine. De l'histoire, la mémoire de ces anciens qui ont tant souhaité le vivre. Je reprends pour vous ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs et du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, postprimaire, secondaire et supérieur sont fermés du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014, inclus sur toute l'étendue du territoire national. Fin de cette édition du Grand Journal. Merci de nous avoir suivis.